C'est parti, donc pour être tout à Donc fait c'est clair, et parti. merci à tous. Économie de la qualité de l'air. Alors, il ne s'agit pas d'économiser de l'air de qualité, hein, comme m'a fait remarquer une collègue un peu taquine. Le but, c'est plutôt de voir les aspects macroéconomiques, plus que les aspects marchés, les tendances, les leviers qui font que ces marchés, justement, peuvent décoller ou pas. Donc, il s'agit en fait, j'ai sous-titré contexte parce qu'il s'agit d'une présentation du contexte que je n'ai pas trouvé ailleurs, en rassemblant quelques éléments et que je vous propose de partager. Des éléments à la fois socio-économiques, de perception, puisque ce n'est pas pour rien au niveau efficacité que les sciences humaines et sociales ont un rôle à jouer dans la qualité de l'air, y compris dans la partie vente et implantation dans les mentalités de ce que c'est qu'un air de qualité et les bénéfices. Et je conclurai après rapidement sur la partie innovation. Innovation étant comment dire, un procédé ou un appareil ou un service qui fonctionne. Je dis ça parce que je suis en contact avec des chercheurs pour lesquels l'innovation, c'est quelque chose qui est au service de la recherche. Or, dans ce cadre-là, dans le cadre d'aujourd'hui, j'insiste, enfin j'enfonce une porte ouverte, mais une innovation, c'est quelque chose aussi qui rencontre son marché. Voilà. L'avantage d'enfoncer une porte ouverte, c'est qu'au moins on change de pièce. Alors si, voilà, d'abord 2-3 slides sur qui sommes-nous, parce que j'aime bien savoir qui me parle quand j'écoute aussi un webinaire. Donc, à Lonvie Solutions, qui sommes-nous? On accompagne vos projets. Notre orientation, c'est vers un modèle durable, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'innovations qui sont développées et qui méritent d'être développées de façon durable, parce que maintenant, la durabilité, c'est plus un luxe, c'est plus un plus, ça devient quasiment une nécessité. Pour aller plus rapidement, en fait, à Lonvie Solutions, qui on est? On est un réseau de 20 000 chercheurs. Enfin, à Lonvie Solutions, c'est une petite équipe, on est 5, donc restons modestes. En revanche, on s'appuie sur la recherche académique française, le CNRS, le CEA, le Météo France, l'INERIS, l'IFPEN, tous les organismes de recherche français qui sont impliqués, et les universités, etc., qui sont impliqués et moteurs sur le sujet de la qualité de l'air. Donc, il y a quelqu'un qui les a comptés, il y a 20 000 chercheurs qui seraient spécialistes de l'environnement. Et nous, ce qu'on apporte dans notre petite équipe, c'est une expertise croisée intelligence économique et environnement. C'est-à-dire qu'on est sur le sujet depuis un certain temps, on est de formation scientifique, ce qui nous permet de parler avec les chercheurs sans faire leur travail, et de formation économique aussi, ce qui permet de mieux appréhender les acteurs, les marchés, leurs stratégies. Voilà, donc les logos des différents organismes vous permettent de situer et de vous représenter que quasiment tout le monde est là. Alors comment on fait? Qu'est-ce qu'on propose en fait comme prestation? On propose de construire une stratégie d'innovation durable. Après, pour prévenir les questions qui peuvent figurer dans la discussion, dans le chat, la présentation sera accessible. Elle sera librement accessible. Voilà. D'apporter aussi une caution, une cohérence scientifique, pour éviter des problèmes environnementaux quand on est au stade de l'innovation. C'est pas pour faire un scoring un Nutri-Score sur un produit qui est déjà paru, qui est déjà mis sur le marché. Nous, on propose un accompagnement par la science au moment où l'innovation est encore dans les cartons. Donc voilà. Donc on s'adresse à la fois aux entreprises qui ont besoin, qui sentent qu'il y a besoin d'avoir de l'innovation durable et qui ont besoin d'appui pour savoir avec qui être mis en relation de façon efficace au niveau de la recherche. Et on a des atouts pour explorer quels sont les chercheurs, parce qu'on les connaît, parce qu'on a des moteurs de recherche dédiés, parce qu'on a comment dire, un peu des trucs et des astuces qui nous permettent de les solliciter, de trouver dans le maquis, entre guillemets, de la recherche, les chercheurs intéressants, mais aussi intéressés, parce qu'il faut les deux. Et de l'autre côté, pour les organismes de recherche, de mieux situer vers qui s'orienter pour pouvoir mettre sur le marché et développer une innovation. Voilà, donc ça, c'est la liste de quelques clients. Vous voyez que ça mélange les deux, des organismes de recherche. Il y a aussi un pôle de compétitivité qui vient là. Il y a un peu de territoire. Il y a quelques belles références comme Decathlon qui nous a fait confiance. Et ce dont on est le plus fier, c'est que quand ils viennent nous voir, ils reviennent après. Donc ça veut dire qu'ils sont contents. Voilà.
L'hôte vous a demandé de démarrer votre vidéo. OK. Je démarre ma vidéo. OK. Comme ça, en plus, vous voyez qui vous parle. Alors, on peut pas enfin, je vais glisser très vite, entre guillemets, sur, pollution de l'air, impact des polluants. Pourquoi je vais glisser vite? Parce que j'ai pas envie de vous, rabâcher, de vous rebattre les oreilles des choses sur ce sujet-là, étant donné que vous connaissez déjà bien ces chiffres-là si vous faites partie de Fumea. Si vous ne les connaissez pas, dans l'étude, là, cette présentation reprend une étude qui est aussi accessible librement sur le site, www.alenvie-solutions pluriel.fr. C'est résumé en 1 ou 2 pages. C'est des slides, mais c'est pas des slides comme aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a du texte qui permet d'expliquer complètement, explicitement ce qu'il y a dans la page. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais passer assez vite sur, la pollution de l'air. Voilà, il y a 2 choses, qui sont intéressantes enfin 2 manières d'aborder la pollution de l'air. Il y a d'abord les effets sanitaires parce que c'est le moteur principal et là, je me contente d'indiquer les sources pour éviter de les paraphraser. Elles sont déjà nombreuses, elles sont très documentées, elles sont, enfin top niveau. C'est les sources scientifiques qu'il est très important, enfin les sources officielles, de communiquer. Donc là, je me contente de vous les indiquer. Donc on voit l'ANSES, l'École des hautes études de santé publique, le Haut Conseil de la santé publique, Santé publique France ou encore l'Organisation mondiale de la santé. Donc en consultant déjà ce panel de sources qui est scientifique, on ne trouve pas mieux pour en savoir plus concernant les effets sanitaires de la pollution de l'air. Alors, il y a aussi les polluants de l'air. Tous les polluants ne sont, comment dire? On ne connaît pas les effets sanitaires de chaque polluant individuel parce qu'il y a énormément de polluants. Néanmoins, sur le sujet, il y a aussi, des grands noms à connaître et là, ici encore dans l'étude, il y a 1 ou 2 pages qui vous font un résumé rapide des polluants. Là, pour bien comprendre cette pollution atmosphérique, les polluants, la pollution, pourquoi les zones urbaines sont les plus polluées, et cetera. Les conséquences à long et à court terme. Ces connaissances elles sont mises à disposition par l'ADEME, par l'INERIS, par le CEREMA, l'Agence européenne de l'environnement, l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur, du CSTB, ou le CITEPA, et j'en ai cité que quelques-uns. En résumé, on fait déjà un résumé à partir d'un résumé. Il y a une bonne nouvelle, c'est la flèche vers le haut. Une mauvaise nouvelle, c'est la flèche vers le bas. La bonne nouvelle, c'est qu'en France et en Europe, hein, les polluants, leur concentration diminue continuellement. Donc ça, c'est bien. Et que les normes qui concernent les mesures et les normes qui concernent l'efficacité des purificateurs, des épurateurs, elles s'améliorent. Donc, il y a les polluants moins concentrés et on est de mieux en mieux équipé pour lutter contre. Mais il y a aussi un pendant, maléfique à ces bonnes nouvelles, c'est que les polluants, leur liste s'agrandit, donc il y en a de plus en plus et même si, la plupart des concentrations diminuent, il y en a encore qui sont certains en concentration excessive et ça notamment les particules fines, le SO2 encore, l'ozone surtout et l'ammoniac en France qui est une vraie épine dans le pied de ceux qui souhaitent, lutter contre la pollution de l'air. Les impacts sanitaires, non seulement ils sont nombreux, ça enfin, il y a déjà des recherches, mais ils sont graves et surtout, il y en a des nouveaux qui sont découverts. C'est-à-dire que pour refaire l'histoire d'un seul coup de pinceau, au début, c'était les problèmes, respiratoires, puis il y a eu les problèmes cardiovasculaires. Maintenant, il y a le cerveau et les effets cognitifs qui sont impliqués, donc franchement, c'est diffus, sans mauvais jeu de mots et c'est pas dangereux, c'est grave, quoi. Et la pire nouvelle, hein, c'est que, d'après, les estimations de l'OMS notamment, il y a plus que 95 de la population urbaine qui est exposée à des niveaux dangereux. Donc on est tous concernés, bien malgré nous, à ce problème-là. On est tous confrontés. Voilà, les aspects socio-économiques, peut-être que je vais un peu vite, hein, mais c'est une volonté un peu délibérée. Peut-être, s'il y a, à la fois pour freiner sur d'autres aspects et pour laisser un peu de place à l'échange, à la discussion. Donc en gros, les effets de la pollution de l'air. Il y a des effets directs, des effets, qu'ils soient sanitaires ou non sanitaires. Là, je vous ai décrit les 2 premiers cadres et des effets indirects.
Alors, dans les effets directs sanitaires, donc la mortalité, la morbidité, on trouve des coûts directs, des coûts indirects. Et on voit qu'à chaque fois que c'est surligné en jaune, ce sont des composantes qui ont pu être évaluées monétairement. On voit qu'elles ne le sont pas toutes, loin de là. Ce qui, en fait, c'est la parabole de la personne qui cherche ses clés la nuit sous un réverbère, parce que c'est la zone éclairée. Donc, autrement dit, quand on cherche à évaluer les coûts économiques de la pollution de l'air, on regarde déjà les coûts monétaires. Du coup, on regarde les coûts directs qui sont liés à la santé, parce que ceux-là, c'est les plus simples, les plus faciles, entre guillemets, à quantifier. Donc, il y a les coûts d'hospitalisation, de consultation, de traitement, les coûts liés à un décès, les coûts de perte productive, hein, que ce soit comment dire, quelqu'un qui soit malade, c'est un coût indirect, qui soit asthmatique ou qu'il souffre comment dire, d'un autre problème respiratoire, mais aussi dans un autre domaine, ça peut être des coûts indirects sur l'agriculture, par exemple, où l'ozone n'est pas souhaitable, induit de la nécrose au niveau des feuilles de blé. Hein, ça peut faire perdre 10% de la production en plus, par exemple. Donc ça fait ça fait des nombreux coûts. Il y en a certains qu'on peut estimer, qu'on peut évaluer, qui sont ces coûts directs et ces coûts indirects. Alors ça, les aspects psychologiques, la douleur, la gêne physique, c'est beaucoup plus variable étant donné le caractère multifactoriel. Maintenant, sur les effets directs non sanitaires, là on tombe sur, on empiète aussi dans le domaine du confort, du bien-être, puisque les nuisances psychologiques, les nuisances olfactives, hein, odeur et qualité de l'air ayant une intersection. Pardon. Les nuisances esthétiques aussi concernant la visibilité, mais les deux sont liés. Hein, c'est pas parce que si on habite en Inde ou le smog, voilà, ou à Londres le siècle dernier, ou à Los Angeles, etc., ou les canaux à Venise qui étaient complètement, qui sont devenus transparents, on se dit, bah oui, il y a une nuisance esthétique. Après, on peut refaire des calculs en termes touristiques aussi, en termes d'attractivité. Là, j'arrive directement aux effets indirects sur l'environnement. Il y a l'attrait des destinations. Il y a certaines grandes sociétés qui proposent à leur cadre d'aller s'expatrier dans des pays où l'air est de moins bonne qualité que leur pays d'origine, et ça les fait réfléchir à deux fois. Il y en a qui refusent, donc ça fait un coût indirect pour l'entreprise. Il y en a qui demandent des primes, et on se retrouve à être avec des écoles qui rassemblent les enfants d'expatriés qui sont en surpression atmosphérique afin de garantir un air sain à l'intérieur, enfin sain au moins filtré. Donc, tous ces coûts font toutes ces causes font qu'il y a beaucoup de coûts dont seulement une partie peuvent être estimés. Et non seulement il n'y en a qu'une partie, mais en plus, les estimations divergent. C'est ce qui s'affiche ici, en fait. Dans le cadre vert, on voit ce qui se passe en France. Là, j'ai collecté les différents chiffres qui sont accessibles. Et dans le cadre rose vinasse, on va dire, ce sont les chiffres qu'on peut récolter concernant le monde. Donc, il y a des coûts pour la santé, donc les coûts directs. Et là, on voit que les montants varient considérablement. Ça, c'est entre 30 et 100 milliards d'euros, 100 milliards étant ce sont des estimations de l'Assemblée nationale. L'ADEME trouve plus que 19 milliards d'euros, dont 1 milliard d'euros liés au remboursement des anti-asthmatiques, selon une étude européenne. Les coûts directs aussi, toujours économiques, hors santé, se chiffreraient à plus que 4,3 milliards d'euros. Sur l'air intérieur seul, l'OQAI, l'ANSES propose un chiffre de 19 milliards d'euros. Donc, ça se chiffre en milliards. On a vu des milliards qui ont été attribués lors de la pandémie. Là, ce sont des milliards qui sont dépensés inutilement, qui seraient évités. Alors, évitables, je ne sais pas, mais si l'air était de bonne qualité. En fait, toute analyse exhaustive, oui, s'avérerait très difficile car elle impliquerait de chiffrer un grand nombre d'éléments impondérables. Donc là, en d'autres termes, ce qu'on a, c'est des ordres de grandeur. On a des ordres de grandeur, on sait que ce sont des milliards d'euros. Et alors, quand on va de 4 à 100, effectivement, l'ordre de grandeur, il est assez distendu, hein, l'étendue est assez large. Mais en tout cas, en résumé, ça fait plusieurs pourcents du PIB annuel de la France. On peut le dire en soupirant, mais c'est une réalité. Ces ordres de grandeur permettent de converger vers cette conclusion, néanmoins. Et dans le monde,
Là, c'est pareil, on passe de 59 milliards à 5 000 milliards, donc là, c'est encore plus distendu. Une chose quand même intéressante à noter, c'est que la moitié des coûts totaux est due à 1% des industries. Donc là, ça met le projecteur sur des responsables potentiels. Donc, responsable potentiel dit aussi moyen levier d'action qui viennent derrière. Pour rester un peu sur une note positive, c'est qu'en France, oui, ces coûts ont décru chaque année parce qu'il y a une diminution des émissions par les industries et les transports liées aux réglementations moteurs puissants. Il y a une amélioration aussi de l'efficacité industrielle. OK, il y a 1% des industries qui sont responsables, mais ça continue à s'améliorer. Et puis, tout simplement, il y a les désindustrialisations. Si je fais le pendant dans l'agriculture, il y a moins d'émissions de méthane et de CH4 en Pologne, tout simplement parce qu'ils ont réduit leur cheptel. C'est une solution qui est équivalente à celle de la désindustrialisation. Voilà, mais quand on regarde les chiffres montent, ça correspond évidemment simplement à exporter le problème. La plus grande partie des coûts, il faut quand même le noter, elle est liée à une exposition chronique à des niveaux de pollution qui sont moyens, qui ne sont pas liés à des pics de pollution. Et ça ne simplifie pas la communication, puisque la communication, assez volontiers relayée par les médias, elle est assez systématiquement faite lors de cas de pics de pollution, médias, préfets, etc. Donc, quand on a vu ces coûts, on se dit, voilà, il y a des moteurs économiques qui définissent les marchés de la qualité de l'air, son économie. D'abord, à gauche, il y a des caractéristiques économiques. C'est-à-dire que le marché d'abord, l'air, c'est un bien public pur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est un bien non rival. C'est une ressource qui est considérée comme infinie. Autrement dit, qu'est-ce que ça veut dire considéré comme infini? On peut pas, quand on respire, on n'empêche pas quelqu'un d'autre de respirer, sauf si on a un fou furieux qui est en train d'étrangler son voisin, mais ça, c'est pas le cas de tout le monde. Et d'autre part, c'est une ressource gratuite. Ça, par rapport à un autre grand domaine de l'environnement qui est l'eau, la transformation est payante pour l'air, mais pour l'eau même, la ressource elle-même n'est pas gratuite. On ne peut pas s'abreuver directement à un ruisseau, évidemment, sans problème sanitaire. Tandis que l'air, on est bien forcé de respirer. Là, d'une part, et d'autre part, l'autre caractéristique, c'est qu'il est non exclusif, impossible d'empêcher quelqu'un de respirer, et tant mieux pour nous, mais néanmoins, ça définit deux moteurs, ces deux caractéristiques essentielles, intrinsèques liées à l'air, définissent deux moteurs. Le premier, c'est la réglementation, c'est-à-dire que les marchés existent principalement à travers l'intervention de la puissance publique. Bon, ces réglementations, elles évoluent lentement, puisqu'après 10 ans d'avertissement, c'est seulement en 2018 que la Commission européenne a pénalisé financièrement les États membres qui bafouent le droit des citoyens à respirer un air de qualité. La réglementation produit des contraintes concrètes, même si elle est en retard, à la fois sur la pression sociétale et sur l'état de l'art scientifique. Ceci dit, c'est toujours le cas, la réglementation ne précède jamais la connaissance d'un inconvénient. On n'a jamais c'est toujours comme ça, elle est toujours à la suite, et ça, c'est aussi caractéristique des réglementations. Néanmoins, c'est un moteur puissant. En fait, c'est un levier sanitaire indirect. Mais un problème de perception avec cette réglementation, c'est qu'elle est perçue comme un différencié, c'est-à-dire qu'elle s'appuie sur des critères moyens qui sont définis sur une multitude de cas particuliers, donc c'est une cote mal taillée. Le deuxième moteur, c'est l'inquiétude sanitaire, qui est exprimée par les collectivités territoriales, parce que les élus sont concernés et leurs administrés leur font remonter cette inquiétude. Les industries aussi, enfin les industriels, en l'occurrence, qui s'émeuvent de ce qu'ils peuvent émettre pour certains d'entre eux, ou au moins se trouvent pressés par une certaine pression sociale d'émissions. Il n'y a qu'à voir les industriels qui environnent les Tantos, et les citoyens eux-mêmes, évidemment, pour certains qui s'en préoccupent. Pas tous, mais bon. En fait, la pression, elle s'exerce en priorité sur les acteurs qui sont désignés responsables d'une pollution qui est considérée comme subie. Donc, ces acteurs qui subissent cette pression-là, c'est les employeurs, ce sont les propriétaires fonciers, ce sont les industriels émetteurs, ce sont les agriculteurs, tous ces gens, enfin tous ces métiers, ces personnes qui émettent dans l'air
de l'air extérieur pour le cas, sauf les propriétaires fonciers dans le cas auquel cas ils peuvent être incriminés aussi. Mais c'est ces gens-là qui sont les premiers mis sous le projecteur de l'accusation. L'accusation, le terme est un peu violent, mais enfin de la demande de cette inquiétude sanitaire sociétale. Et d'abord, en fait, cette inquiétude, elle s'exprime sous la forme d'informations. C'est qu'est-ce qu'il en est, quels sont les niveaux, à quoi je suis exposé, quels sont les polluants, est-ce que c'est grave, et qu'est-ce qu'on peut faire? En fait, ça fait 4 questions. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est grave? Qu'est-ce qu'on peut faire? Enfin, qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce que moi je peux faire? Il me manque une question, mais je l'avais exprimée juste avant. Donc en fait, les réponses qui sont apportées, par exemple, les élus urbains, ils cherchent des données qui soient plus différenciées, qui soient plus représentatives, et ils expérimentent des solutions. Donc, les expérimentations qui sont intermédiaires entre la réglementation, c'est-à-dire c'est pas encore obligatoire, mais qui répondent à cette pression sociétale, on va avoir des zones à faible émission, des subventions pour le renouvellement d'appareils de chauffage au bois, et puis au bout d'un temps, ils cherchent à évaluer le rapport coût sur bénéfice des dispositifs déployés, et ça ne marche pas toujours bien. Donc, une fois qu'on a défini ces caractéristiques du marché, un marché, ça se développe seulement, enfin, pas seulement, il n'y a pas que des caractéristiques techniques, pardon, mais il y a aussi l'influence prépondérante de la motivation, l'influence sociale, entre guillemets. C'est pour ça que là, je fais un petit encart par la perception de la qualité de l'air. Quand on regarde les marchés, il y a les tendances, les tendances technologiques, mais il y a aussi ce qu'on appelle les leviers et les freins, les verrous et les incitations. On peut les appeler de différentes manières, mais on peut voir la chose comme de la manière suivante. Si vous avez un problème et que les gens n'ont pas envie de le résoudre, ça ne sert à rien d'améliorer techniquement la solution. C'est juste que le problème n'est pas perçu comme étant un problème. C'est d'où l'intérêt de se pencher sur la perception. Comment, là, il y a des baromètres qui sont édités. Là, j'ai repris celui de l'IRSN, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, qui fait un baromètre annuel. C'est pour ça que l'axe des abscisses, ce sont des années, et en ordonnée, c'est l'importance du sujet, l'importance relative. La question qui était posée, c'était: voici un certain nombre de sujets environnementaux, quel est celui qui vous semble le plus préoccupant en premier? Et une seule réponse possible. Donc, on arrive là-dessus. Les différents items qui apparaissent, il y a le changement climatique, la pollution de l'air, la pollution de l'eau, la déforestation, les catastrophes naturelles, la couche d'ozone, la biodiversité animale, la pollution des sols, la dégradation des paysages et le bruit. Donc, figure la pollution de l'air. Et en fait, il y a toujours, ce qu'on constate au cours des années, depuis 18 ans, depuis 2004, c'est qu'il y a toujours un niveau relativement stable. Ce qui a beaucoup fluctué, c'est le changement climatique. Et là, le changement climatique, l'interprétation qu'on peut avoir, c'est, en fait, en 2020, oui, cette pollution de l'air, ça s'établit à 8%. Elle avait recueilli 22% en 2016. Il y a une baisse significative dernièrement, mais elle peut s'expliquer par l'importance croissante accordée au dérèglement climatique, qui tend à écraser les autres modalités. C'est-à-dire que, étant donné que les personnes interrogées ne pouvaient choisir qu'un seul sujet, le plus préoccupant, au détriment, et en écartant les autres d'abord, ils ont mis dans le changement climatique les problèmes de pollution de l'eau, de déforestation, de pollution de l'air, sans doute. C'est une interprétation. L'ADEME a aussi fait un questionnaire là, que je ne relais pas, là où il y avait des intitulés un peu différents. Quels sont les sujets les plus préoccupants? L'effet de serre, le changement climatique, la dégradation de la faune et de la flore, la lutte contre la pollution de l'air. Et pour eux, pour l'ADEME, d'après le sondage qu'ils ont fait, c'est pas 8%, c'est 15% des Français. Donc ces scores, ils sont relativement faibles. Autrement dit, ce n'est pas une priorité, la pollution de l'air, la qualité de l'air, si on va dans le sens positif, ce qui est pas agréable à entendre quand on travaille dans le domaine, même si on est tous conscients qu'on a besoin de respirer. Mais en fait, on peut nuancer ce score relativement faible par l'observation que 67% des Français, les 2/3, associent la pollution de l'air à un niveau de risque élevé. Donc, autrement dit, même si la pollution de l'air est choisie comme un sujet peu choisie comme un sujet environnemental principal, ce n'est pas considéré comme inoffensif.
Les gens sont conscients que c'est un problème, mais ça va être le top 1 au niveau de la priorité. Mais ils sont quand même inquiets, cette inquiétude sanitaire. Et même la Cour des comptes, qui a émis un avis sur le sujet, indique qu'en s'appuyant sur des études sociologiques, la lutte contre le réchauffement climatique et les émissions de CO2 a brouillé en partie la communication institutionnelle sur la pollution de l'air. Donc l'air, il est phagocyté, il arrive un peu en deuxième position, un peu masqué par rapport au problème du changement climatique, parce qu'il y a une priorisation qui est faite. Néanmoins, l'enseignement intéressant qui en découle, c'est que les gens sont bien conscients, même s'ils sont un peu, ils sont moins inquiets, toute proportion gardée par rapport au changement climatique, qui lui englobe effectivement plusieurs problèmes. Donc, comment sont perçus les risques? Parce qu'on va parler du danger, on parle des risques aussi. Les risques, c'est le danger fois l'exposition. En fait, il y a une perception qui est assez complexe. C'est-à-dire que la pollution de l'air, dans l'air extérieur, en fait, une pollution qui est créée localement, elle se diffuse, et l'exposition à des concentrations qui est élevée est constatée couramment ailleurs, éventuellement plus tard. Donc, il y a un sentiment d'injustice ou d'inégalité. C'est-à-dire, et c'est exprimé en premier lieu par les populations concernées, qui disent bah, c'est le pollueur qui est situé à 2 km de chez moi qui en émet, et c'est pas suffisamment dilué, par exemple, et c'est moi qui respire tout, c'est moi qui suis intoxiqué par. Donc, cette perception, enfin, premier aspect de la perception des risques, il y a un sentiment d'injustice ou d'inégalité. Deuxième sentiment, c'est on sait que les causes de la pollution de l'air sont majoritairement anthropiques. Il n'y a pas des volcans qui rentrent en éruption tous les jours, fort heureusement. Du coup, ça induit un sentiment de responsabilité. Alors, ce sentiment, je pondère tout de suite, il est loin d'être universel. C'est-à-dire que pour la qualité de l'air extérieur, les enquêtes sociologiques montrent que c'est aussi une justification, entre guillemets, pour ne rien faire. Les Chinois, les États, les entreprises, tout ça, ils sont pointés comme responsables, mais ce n'est pas moi au niveau individuel. C'est aussi un discours qu'on entend. Et en fait, ça c'est pour la qualité de l'air extérieur. En ce qui concerne la qualité de l'air intérieur, maintenant, dans les domiciles, les citoyens qui ne sont pas ou peu informés, tout simplement parce qu'ils n'ont pas tant de cerveau disponible pour ça, parce qu'ils ne souhaitent pas s'informer dessus, ils ne perçoivent pas de risque et ils négligent ce problème. Bon, les consignes d'aération liées au Covid-19 ont peut-être changé un peu l'attitude. Je ne sais pas du tout évaluer dans quelle proportion ce serait le cas. Peut-être que, enfin, j'en sais rien. Donc, comme on dit, hein, ceux qui n'ont rien à dire, ceux qu'on préfère, c'est ceux qui se taisent. Après, en ce qui concerne l'information, d'une part, l'information, elle est diffusée seulement ou quasiment exclusivement à l'occasion des pics de pollution. Et cette information, elle est complexe à comprendre. Même si l'indice de qualité de l'air a été révisé récemment, c'est un indice qui fait la fusion entre différents niveaux de polluants et différents polluants qui sont hétérogènes dus à des causes complètement différentes. Voilà, donc on a un seul indice. Mais c'est pas forcément simple à comprendre, hein. Si je prends un analogue, l'indice UV sur la plage, bon, ok, on voit un indice 8, ok, ça veut dire beaucoup. On voit un indice 4, on dit, ok, je peux me balader en t-shirt sans prendre coup de soleil. Pour la qualité de l'air, il faut l'assortir aussi de recommandations. Est-ce que je peux aller faire mon jogging ou pas? Est-ce que, au contraire, je peux aérer, il fait 16 degrés dehors, est-ce que je peux aérer et je vais pas, enfin, dans le cas des habitations, c'est pas un bon exemple puisqu'il fait, si j'ai bien compris, c'est toujours, enfin toujours, l'immense majorité des gaz, c'est toujours moins pollué dehors que dedans. Bon, mais enfin, comment ça se passe par rapport à cet indice de qualité de l'air, si je suis asthmatique, si je suis allergique, etc. Et du coup, comme cette information, elle est surtout diffusée à l'occasion des pics de pollution et qu'elle est difficile à comprendre, ça fait une communication qui est anxiogène. Et ça, c'est pas possible de l'associer à une gestion sereine. Donc la communication sur la pollution de fond aussi nécessiterait d'être améliorée. Je dis peut-être des choses, enfin c'est une lettre au Père Noël, mais c'est
C'est un objectif à atteindre, c'est une vision. Si j'avais les moyens, enfin l'explication sur comment on y arrive, je vous la donnerais volontiers. Et de toute façon, tout le monde la cherche et depuis un certain temps. Enfin, le 4e point, là, les sources de polluants, elles sont maîtrisables ou pas? C'est-à-dire, quand je dis maîtrisable ou pas, quelqu'un qui fume, l'intérieur du domicile où on réside, nous-mêmes, on émet des polluants. Éventuellement, si on a un animal domestique ou plusieurs, tout ça, ce sont des sources de pollution. Et celles-là sont des sources maîtrisables. En revanche, quand ce n'est pas maîtrisable, c'est ressenti comme, enfin, que ça vienne d'une zone industrielle, d'un habitacle de voiture, de transport en commun, pardon. Donc, ça entraîne un sentiment, c'est complémentaire à l'injustice, mais c'est inacceptable. C'est-à-dire, c'est un peu, ça en découle. C'est-à-dire, c'est injuste. Ça, c'est la première phase. Deuxième phase, c'est injuste. Je me révolte contre ça. Et comme il y a un sentiment aussi de ne pas bien connaître, enfin, à cause de l'information qu'on va chercher ou seulement volontairement, ou alors qui vient à nous seulement sous un format un peu anxiogène dans le cadre de pics de pollution, ces 2 éléments couplés font qu'on a un sentiment de ne pas maîtriser les solutions quand on est un simple citoyen, hein, je ne parle pas pour un industriel. Et donc, ça augmente l'importance du danger perçu. Ce n'est pas le risque, là, j'ai glissé sur le danger. Ce n'est pas parce qu'il y a danger qu'il y a un risque, ça dépend de l'exposition. Donc, ces perceptions sont liées au verrou. En fait, les perceptions négatives, quand on perçoit quelque chose négativement, c'est un verrou. C'est-à-dire, si on fait une analogie mathématique simple, un verrou, c'est un facteur multiplicatif qui est compris entre 0 et 1. Les leviers, ce qui permet de promouvoir le développement d'un marché, ce serait un facteur multiplicatif compris entre 1 et 1000, qui permettent d'accélérer le déploiement d'une innovation, le développement ou le transfert d'une technologie et son implantation. Mais s'il y a un verrou qui reste bloqué à 0, ça ne sert à rien d'améliorer la techno ou d'en changer pour résoudre le problème. Donc là, c'est pour ça que je focalise sur les verrous. L'étude de la perception des risques qui sont liés à la pollution de l'air permet de saisir les leviers et les verrous qui conditionnent les marchés. Du côté des verrous, on trouve donc les effets sanitaires de la pollution de l'air qui sont diffus et à long terme. Et ça induit la perception que la pollution de l'air aurait un impact faible. C'est comme le cancer cutané, par rapport à une exposition solaire, les gens préfèrent bronzer, plutôt donc avoir un bénéfice à court terme et revenir avec une peau d'une couleur socialement acceptable auprès de leurs collègues, de leur famille, et ne pas penser au cancer cutané potentiel. Les problèmes, c'est pour les autres. C'est pareil pour la pollution de l'air. Oui, il y a des zones polluées, mais de toute façon, j'ai bien le temps, j'ai pas 90 ans, et puis, enfin bref, autrement dit, c'est un discours qui dit je m'en fous, c'est pour plus tard, j'ai autre chose à faire. Donc ça, c'est ce qui découle enfin la perception d'un impact faible, ça entraîne un verrou pour le développement des marchés. Deuxième verrou, c'est qu'en France, la santé elle reste largement gratuite et ça motive pas les acteurs à agir pour prévenir, sauf certains assureurs qui s'emparent fort heureusement de plus en plus du souci, notamment dans les habitations, oui, enfin pour la qualité de l'air intérieur. D'autant plus qu'en France, contrairement à d'autres pays, il y a plus une culture de la curation, du soin, de réparer, plutôt que de la prévention. Alors que les coûts de prévention, si on revient aux chiffres que je vous ai montrés, ne serait-ce que les milliards, dizaines de milliards qui sont exposés, ce sont des coûts qui seraient entièrement épargnés si la prévention s'appliquait de façon correcte. Donc en France, oui, on a une faiblesse culturelle, ce n'est pas le cas partout. En Allemagne, par exemple, voisins, c'est pas exactement, enfin, ils ont plus une inclination à faire de la prévention. Et troisième verrou, c'est que le fait que chacun est à la fois responsable de la pollution de l'air, victime, sans connaissance claire du sujet et sans maîtrise de solution, ça induit ce qu'on appelle une dissonance cognitive. Une dissonance cognitive, c'est quand on est exposé qu'on accepte 2 affirmations, donc on est à la fois responsable et victime, ça induit une gêne. On n'arrive pas à rester avec ces 2 problèmes-là à la fois. Et ce qui se passe, c'est que le particulier, pour s'en sortir, il peut
en arriver à nier sa responsabilité et donc négliger les impacts délétères. Il tranche en faveur de l'inaction. Et l'inaction, il y a un rapport du Sénat français qui était fortement bien intitulé « Le coût de l'inaction ». Parce que quand ça paraît trop complexe, ok, on veut laisser tomber, on préfère laisser tomber. Ça, ce sont juste des constats, c'est pas le souhait d'une feuille de route. Alors maintenant qu'on a on a des risques qui sont perçus, après, à qui on peut faire confiance? La confiance, en fait, la bonne nouvelle, moi je trouve, parce que je suis de formation technique aussi, c'est que la confiance va à la fois à la proximité et à l'expertise. Donc l'expertise, quand on est industriel, quand on est impliqué dans le domaine de la qualité de l'air, que ce soit pour la mesure, la communication, l'épuration ou le traitement des données ou la formation, il faut être expert quand même dans le sujet. Et si la confiance va vers ces experts, à mon sens, c'est une bonne nouvelle. Alors, à quel degré elle va vers ces experts? Si on regarde, si on reprend l'histoire, dans les années 2000, la confiance, ça, je reprends des résultats qui viennent des baromètres IRSN, baromètres Edelman aussi. En qui placez-vous votre confiance? Et en fait, c'est en extrayant seulement certaines données des résultats que ça permet d'obtenir ces synthèses. Donc, dans les années 2000, c'était les personnalités et des institutions dépositaires de l'autorité, surtout, je parle pour la France. Dans les années 2010, ça a dérivé vers les plateformes sociales grâce à l'irruption des technologies portatives à bas coût. Et dans les années 2020 dans lesquelles nous sommes, la confiance se porte plus sur des relations contrôlables et perçues comme actives. Contrôlable, c'est la notion de proximité, c'est-à-dire qu'on peut aller taper sur l'épaule de l'industriel qui fait partie de la commune en lui disant « dites, vous êtes installé sur la commune, il faudrait qu'on parle de la pollution de l'air ». Là, on peut aller voir l'employeur à propos de la qualité de l'air intérieur, on peut aller sonner les cloches à la RATP, comme ça a été le cas dans l'actualité que j'ai vu passer aujourd'hui, où l'ANSES dit il y a des choses à faire pour la qualité de l'air intérieur dans le métro parisien, même s'ils sont, et au-delà du métro parisien, puisqu'ils ont investigué sur toute la France, toutes les grandes villes qui avaient des espaces semi-confinés. Donc l'employeur apparaît en tête. Donc qu'est-ce que ça veut dire au niveau du marché? Ça veut dire que ça peut être une bonne cible, entre guillemets, notamment dans ce moment post-Covid, pour les gens qui ont un emploi relativement sédentaire de bureau, de proposer aux employeurs des moyens d'action, de mesure, de communication et de purification sur la qualité de l'air. Alors, mon employeur, pourquoi? Parce qu'il mène le changement, il responsabilise aussi les employés, ça va dans les deux sens. Il agit localement, on a la notion de proximité, et il montre l'exemple. Donc, c'est quelque chose de contrôlable, c'est-à-dire il montre l'exemple, mais il y a toujours une interaction, l'échange entre les salariés et l'employeur. Alors, les experts, je suis désolé pour l'animation, voilà, il y a des choses qui sont arrivées avant, mais bon, on s'en fout un peu. Donc, la bonne nouvelle, c'est que la plupart, j'ai un peu divulgaché, spoilé l'affaire, c'est que les Français, ils ont une bonne ou une très bonne opinion des experts. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle quand on est dans une partie technique sur la qualité de l'air. Et bon, après, on peut toujours remettre en cause son honnêteté ou son indépendance. L'expert, est-ce que c'est l'expert qui parle au nom d'une ONG? Est-ce que c'est l'expert qui parle au nom d'un industriel qui émet? Ou est-ce que c'est l'expert qui parle au nom d'un industriel qui sait purifier l'air? À chaque fois, forcément, on peut remettre en cause. Mais en fait, au-delà de ça, il y a quand même une bonne opinion au niveau de l'expert. Donc ça veut dire avantage au métier technique. Alors, qui dit métier technique, moi là je reviens un peu sur ma zone de travail, on parle d'innovation aussi. Donc là, si vous vous souvenez bien, il y a deux moteurs principaux, il y a le réglementaire et il y a l'inquiétude sanitaire. Alors le réglementaire, c'est bien, mais c'est mortifère. Autrement dit, je m'explique. La réglementation, quand il y a une nouvelle réglementation, elle impose de nouvelles contraintes de surveillance ou de concentration polluante dans un environnement, par exemple les aérogares en 2023.
s'il y a encore des avions en 2023, bah, ils seront soumis, ces aérogares-là, ces espaces-là seront soumis à aux normes de qualité de l'air intérieur, ce qui n'est pas pratique étant donné les volumes de ces aérogares et leur proximité avec des moteurs d'avion qui tournent en permanence, donc qui est fortement émetteur. Donc l'offre en produits et services qui répond strictement à ces contraintes, elle se développe. On a le développement d'une offre adaptée. Ça se développe rapidement, c'est ce qu'on a vu par exemple, la tentative qu'on a vue pour les détecteurs de formaldéhyde pour les crèches. Et après, ça se banalise. C'est-à-dire que toutes les entreprises fournissent des solutions qui sont correspondantes, qui sont concurrentes entre elles, des produits équivalents. Ça se commoditise, comme on dit en anglais. Et puis l'étape finale, c'est la guerre tarifaire, c'est-à-dire que tout le monde se concurrence avec des produits qui sont identiques. Et ça va être les enchères inversées, ça va être le moins-disant, celui qui propose le détecteur de formaldéhyde le moins cher, éventuellement au détriment de la fiabilité ou de la qualité. Alors, une des voies pour s'en sortir, avant la banalisation, qui est classique, c'est la différenciation. On dit comment on peut s'en sortir de cette guerre tarifaire, parce qu'on voit bien comment on est enfermé. Les donneurs d'ordre, que ce soit la collectivité, les gens qui gèrent les collèges, par exemple, qui vont être équipés en détecteurs de qualité de l'air, ils disent « Ok », enfin c'est le même discours au niveau de la qualité de l'eau, hein, ils disent nous, votre produit propose plus que le strict réglementaire, il détecte le formaldéhyde, mais aussi tout simplement, ne serait-ce que les particules, les PM2,5. C'est une option qui n'est pas demandée réglementairement, c'est un coût superflu, j'en ai pas besoin pour le moment, le bénéfice est mal perçu, on retombe dans les perceptions, et les retombées, c'est pour qui c'est diffus. C'est-à-dire que oui, ok, sur une classe de 30 élèves, je vais en avoir 5 qui vont peut-être avoir 14 à la place de 13 à leur examen final. Ouais, on en reparlera quand vous aurez des chiffres plus solides que ça. Bah ouais, mais c'est pas possible d'obtenir ces chiffres. Donc, c'est un mauvais prétexte, un mauvais motif pour écarter ces surcoûts, parce que le surcoût n'est pas justifié. Le retour sur investissement, même s'il est sanitaire, il est difficile à quantifier, on retombe toujours sur le même écueil. La bonne nouvelle, entre guillemets, c'est en fait que la différenciation dans le cadre du marché de la qualité de l'air, elle peut être efficace quand, dans ces cas-là, c'est-à-dire quand le processus de production n'est pas mature. On voit encore beaucoup de capteurs, micro-capteurs. Donc, tant que ce processus-là n'est pas figé, c'est pas comme dans la qualité de l'eau, hein, où là, c'est très, très ordonné. Il y a matière à différencier les offres et donc à servir et à contourner le problème de la banalisation. Pareil pour la transparence des prix. C'est pas forcément très, très transparent. On n'est pas en train de produire 1 kilo de pâtes. Tout le monde ne fait pas la même chose. Donc, comme cette transparence, ce n'est pas un jugement de valeur, hein, que la transparence des prix soit faible sur ces marchés-là, c'est un constat. On peut avoir des capteurs à tous les prix. Donc, ça induit la possibilité pour les gens, enfin les adhérents de Fimea, de se différencier. Au niveau de la rentabilité du marketing, c'est-à-dire que les rendements marginaux des augmentations progressives des dépenses marketing, elles ne sont pas décroissantes. Autrement dit, quand on met un effort dans le marketing, ça paye. Ça peut payer. Et donc ça permet aussi de se différencier. Et il n'y a pas beaucoup de substituts. Alors, je ne vais pas parler d'ouvrir la fenêtre parce que ça, c'est quand même un peu violent. Il n'y a pas que ça, quand même, ça ne suffit pas. Et puis, de toute façon, ce n'est pas toujours possible. Je parlais du métro parisien. Si on pouvait... Enfin, voilà, ce n'est pas toujours possible. D'où l'intérêt d'innover pour se différencier. Et ces innovations, donc, elles peuvent se situer et impacter entre ceux qui se tiennent à carreau au niveau du réglementairement correct et qui ne veulent pas en bouger, et ceux qui se sentent un peu inquiets, que j'ai appelés des pionniers au niveau sanitaire, et ils sont inquiets pour leur santé. Ils disent, ouais, mais quand même, ce serait bien de faire quelque chose. Et qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Cette inquiétude sanitaire s'exprime aussi par la montée en puissance des projets de sciences participatives depuis 2015. En fait, ils profitent de l'opportunité de nouvelles technologies, notamment les technologies portatives, bon, en clair, les smartphones, entre autres, mais aussi les microcapteurs, hein, ces technos de mesure de qualité de l'air. Ça, c'est un levier. Et donc, ce qui s'est passé avec l'effet Covid, ce qu'il m'en semble moi, mais je suis ouvert à la discussion, oui, il nous reste un peu de temps,
c'est que ça fait une prise de conscience de l'enjeu sanitaire de respirer un air sain. Pardon. Même si le Covid était essentiellement véhiculé par des gouttelettes, les gouttelettes restent dans l'air, bref, c'est l'air. Et on est tous devenus un danger par rapport à notre voisin, à nos proches, et ça, il y a une prise de conscience de la qualité de l'air en global. Donc ça, c'est l'innovation peut se situer, ça ouvre une brèche, une possibilité d'action au niveau des pionniers inquiets, de ceux qui se disent oh, il y a un impact sanitaire, ok, il n'y a pas encore de réglementation. De toute façon, la réglementation suit. Hein. On a vu sur les masques chirurgicaux, quand on était en manque cruel de masques, le gouvernement a dit bon, la réglementation, on verra après, mettez des masques en tissu, c'est mieux que rien. Les recherches académiques se sont bien trouvées boostées sur le sujet du Covid pour voir ce qu'il en était, pour répondre rapidement à cet enjeu mondial. Et donc, il y a des retombées possibles de ces recherches académiques sur le sujet de la qualité de l'air. Il y a des choses à exploiter. Une recommandation en termes d'innovation, c'est quand même de continuer à communiquer sur les bénéfices. Ce n'est pas évident, hein. Je ne dis pas que je sais faire, mais les perceptions négatives en le marketing de la peur, pour la qualité de l'air, je ne suis pas persuadé que ce soit le plus efficace à long terme. Ça va induire la peur, on va réagir émotionnellement, on va faire quelque chose, on va acheter un purificateur instantanément, et puis ensuite, si c'est pour le laisser tomber, c'est pas une bonne idée. C'est pour qu'il purifie le placard, voilà. Et donc là, je vous ai fait une typologie d'innovation. En fait, quand on a, c'est pour parler de modèle économique. En fait, il y a plusieurs types d'innovation. Il y a 2 axes là. Il y a 4 cadrans. Si on commence par le cadran en bas à gauche, les innovations de routine. Je pense que vous voyez ma souris. En tout cas, moi, je la vois bien, merci. Des innovations de routine, en fait, c'est une Clio de nouvelle génération, bon, maintenant qui va devenir électrique. Un nouveau film d'animation Pixar. En fait, il y a déjà des compétences techniques pour le faire. On tire parti du modèle économique existant. C'est une innovation, hein, c'est un nouveau produit sur le marché, ok, on peut le labelliser nouveau, mais ce n'est pas bouleversant. Ça a le mérite d'exister, il y a un besoin, voilà. En fait, dans ce cadre-là, dans le cadre de la qualité de l'air, une gestion spatiale de la qualité de l'air fondée sur des mesures de microcapteurs pour des bailleurs sociaux ou des bailleurs privés, ça entre innovation de routine. Et ça satisferait tout à fait, sans doute, l'USH, hein, l'Union sociale de l'habitat, ou c'est un peu aussi Octopus Lab. À mon avis, ils n'en sont pas loin de ça. Enfin, ils seraient un peu là-dessus. Peut-être aussi un peu au-delà, mais bon, c'est une bonne idée en tout cas. Ça permet d'innover dans le sujet, en exploitant les compétences techniques existantes au moins, et en tirant parti du modèle économique existant. Donc, une prise de risque modérée, pour un retour sur investissement modéré aussi. Si je me déplace un coup vers la droite, j'arrive à l'innovation radicale. C'est les biotech pour les sociétés pharmaceutiques, hein. Pfizer, ça les a un peu boosté entre guillemets le Covid, hein. Les câbles en fibre optique pour les sociétés de télécom qui étaient avec des câbles en cuivre. Là, il faut des nouvelles compétences techniques. Comment on traduirait ça? Une innovation radicale. Il faudrait, en termes de qualité de l'air, si on arrive à qualifier rapidement tous les polluants, ça, effectivement, c'est des nouvelles compétences techniques. Il y avait, comment dire, un peu dans cet ordre-là, il y a les projets de quantification du stress oxydant, qui est développé notamment à Grenoble par Jean-Luc Jaffrézo et puis Gaël Usu, qui pourrait répondre en partie à ce sujet-là. Maintenant, si je vais dans le cadran en haut à droite, l'innovation de rupture, en haut à gauche, pardon. Là, on revient dans les compétences techniques qui existent, donc on se rassure, mais il faut un nouveau modèle économique. Et là, ça peut être déroutant aussi, mais plus on monte dans le cadran en haut à droite, plus c'est risqué, mais plus le retour sur investissement peut être fort aussi, hein. Donc l'innovation de rupture, ça va être du temps des DVD, hein, pour les dinosaures comme moi qui sont nés au XIVe siècle, on a connu les DVD. Et la vidéo à la demande, bouf, les compétences techniques, OK, c'était la même chose, mais pour le vendre, c'était pas du tout le même modèle économique. Ou les services d'autopartage, hein, Blablacar a pas mal secoué aussi les taxis et les loueurs avant Uber. Et là, en termes de qualité de l'air, les
les innovations qui permettraient une mesure directe des dégâts sanitaires pour les médecins, alors là, banco, hein, il y a des compétences techniques qui existent, mais alors pour le vendre, enfin pour le proposer, ce serait un changement de modèle économique nécessaire. Et enfin, les derniers, c'est l'innovation architecturale, où là, bon, je ne vais pas vous citer les exemples, mais ce serait un procédé qui rendrait réversibles les dégâts sanitaires liés à la qualité de l'air. Je ne pense pas que ça existe. Tout le monde aimerait que ça existe. On parle de recherche aussi, hein, donc de vision à long terme, mais le jour où ça pourra être prouvé, hein, je ne parle pas que de marketing de bonnes intentions, là je parle effectivement de… Là, c'est le Graal. C'est le Graal. Après, on ne sait pas faire, hein, nouvelles compétences techniques, et puis comment le vendre, enfin, il va quand même falloir revoir à qui on le vend, comment on le vend. Donc voilà, je vous ai mis aussi un peu une bibliographie parce qu'il y a beaucoup de choses, enfin, je m'appuie sur ce que je lis, et donc ça sera disponible aussi parce que je ne suis pas tiré de mon chapeau, hein, tout ça. C'est en observant, en lisant, en comprenant, en discutant, en échangeant, notamment avec les adhérents de l'ADEME, que je suis arrivé à cette analyse. J'en ai terminé. Pas de l'ADEME, de la FIMEA, pardon. Je me disais aussi. Désolé. Je ne savais pas que l'ADEME avait des adhérents. Eux non plus. Bon, bah, merci beaucoup en tout cas François, c'était très riche d'informations. Déjà, dans le chat, je peux noter des petites précisions et ça c'est l'amélioration continue sur le NO2, SVU ou sur le SO2. Enfin, voilà, de prendre ça améliore encore évidemment le sujet. Avant de passer aux questions, je trouve que c'est bien d'ouvrir effectivement sur le côté positif et sur le côté valeur de la qualité de l'air. Et il y a beaucoup de choses à partager et à propager. Parce qu'effectivement, tout ça doit être traduit par public. Et à un moment donné, il va falloir qu'on prolonge cet effort. Donc déjà, c'est le début de quelque chose. Et déjà, merci beaucoup. On peut compter là-dessus.